vouliez? Expliquez-moi comment on fait pour reprendre une entreprise avec ça. 1 franc. Le mythe tapis, c'est celui d'un homme parti de rien, qui avec 3 fois rien en poche, littéralement une pièce d'1 franc, a miraculeusement façonné un empire financier et une immense fortune personnelle en seulement quelques années. Alors si vous avez regardé la série Tapie sortie sur Netflix, vous avez dû sûrement être attentif à cette scène. Bernard Tapie, jeune, désespéré, entre dans le bureau d'un avocat, les poches presque vides, mais l'esprit brûlant d'idées. Son plan? Racheter des entreprises en difficulté sans investir un centime de plus que ce fameux franc symbolique. Avec 2 dossiers de reprise dans les mains et une stratégie minutieusement élaborée, il convainc l'avocat et se lance à l'assaut des sociétés Duverger et Diguet-Denis. On comprend qu'à ce moment-là, c'est jouer un coup de maître. Comment a-t-il réussi à racheter ces 2 sociétés au moyen d'un seul franc et en plus devenir riche avec une entreprise rachetée au bord du gouffre? Dans cette vidéo, je vous propose de nous plonger dans les tout débuts de l'histoire Tapie. Dans l'histoire des fondations du groupe Tapie, destiné à terme à devenir l'un des plus puissants empires financiers français de la fin des années 80. Et ce, afin de comprendre comment cet homme parti de rien a-t-il réussi un tel exploit. Car ses premiers achats d'entreprises en difficulté ne sont alors que les tout premiers d'une longue série, dont la technique finira même par porter son nom, la méthode Tapie. Alors au fond, c'est quoi la méthode Tapie? Qu'est-ce que Bernard Tapie faisait de mieux en pratique que les autres pour obtenir de tels succès à partir d'entreprises rachetées en faillite? Et d'ailleurs, pourrions-nous aujourd'hui reproduire la méthode Tapie, 50 ans plus tard? Place au secret de la méthode Tapie. Et pour commencer, les tout débuts de Monsieur Bernard Tapie. Chapitre 1. La genèse laborieuse de Bernard Tapie. Bernard Tapie naît en 1943 dans une famille modeste de la banlieue parisienne. Très tôt, il est animé par une ambition démesurée, échapper à la pauvreté et devenir un homme riche et influent. Après des études sans éclat, il multiplie les débuts de carrière, d'abord chanteur, puis pilote de sport automobile, sans grand succès, et enfin vendeur d'appareils électroniques et d'électroménagers, où il s'en sort franchement bien. Mais c'est en 1969, il a alors 27 ans, que sa vie bascule lorsqu'il rencontre Marcel Loichaud, un financier parisien respecté, fondateur d'une société de conseil en entreprise. L'un des passe-temps favoris de Marcel Loichaud consiste à monter des affaires plus ou moins tordues. Ce qui compte, c'est qu'elle gagne bien. Or, il a entendu parler de ce jeune dingue de Bernard Tapie, vendeur de télé aux techniques improbables. Un jour, il décide de l'inviter dans sa belle demeure de Cannes et tente de le convaincre de travailler pour lui. Tapie, surpris et flatté, accepte, mais à une condition, il travaillera avec lui. Loichaud, fasciné par le charisme de Tapie et son goût du risque, devient rapidement son mentor. Ensemble, ils se lancent dans plusieurs affaires, mais c'est surtout à travers Loichaud que Tapie commence à apprendre des bases comptables, juridiques et financières, et certaines techniques élaborées qui seront au cœur de ses futurs succès. Loichaud lui apprend aussi comment contourner certaines réglementations, ouvrir des comptes illégaux à l'étranger, utiliser des sociétés écrans. Tapie n'en revient pas, ces pratiques totalement illégales sont largement utilisées en toute impunité par des financiers qui ont pourtant pignon sur eux. Le travail de Tapie consiste alors à trouver pour le compte des clients de Loichaud des solutions commerciales à des situations compliquées. Il trouve toujours des idées farfelues, ce qui plaît à Loichaud. Par exemple, une entreprise qui vend des produits d'électroménager avait du mal à solder ses produits en surstock, même avec des réductions allant jusqu'à 30-35%. Pourquoi? Répond Tapie. Mais parce que le français voit le mal partout. Un rabais, ça cache forcément quelque chose de pas net. Tapie fait alors abîmer et rayer les produits et affiche une légère réduction. Tout partira dans la journée. En 1971, Loichaud, lui, fonde Le Grand Dépôt, un grand magasin d'électronique discount, qui connaît d'abord un certain succès. Mais ce succès ne dure pas, et les ventes chutent. La relation avec Loichaud devient conflictuelle, et Le Grand Dépôt se met rapidement à sombrer. En 1972, face aux difficultés financières, Loichaud prend la décision de déclarer la société en règlement judiciaire. Or, Bernard Tapie n'est pas irréprochable dans sa gestion de la société. Il avait par exemple fait travailler ses salariés à des fins personnelles et est soupçonné de mener son grand train de vie en utilisant l'argent de la société. Mais il me semble à présent que c'est mal. Pour Bernard Tapie, c'est le coup dur. Le tribunal de commerce reconnaît Tapie coupable de faute de gestion pour abus de biens sociaux. Et les créanciers de la société intentent alors ce qu'on appelait une action en comblement du passif. Aujourd'hui, on parle d'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs. En conséquence, le tribunal condamne Bernard Tapie à payer l'ensemble des dettes du Grand Dépôt, qui s'élèvent quand même à 1,25 million de francs. Tapie, ne pouvant faire face à une telle somme,
le tribunal prononce sa faillite personnelle. La faillite personnelle, contrairement à ce que pourrait laisser indiquer son nom, qui pourrait faire penser à une sorte de procédure collective pour les particuliers, n'est rien d'autre qu'une sanction civile qui est prononcée par le tribunal de commerce à la suite d'une procédure collective, et qui interdit notamment à un dirigeant, qui a commis par exemple des fautes de gestion, de diriger à nouveau une entreprise. Bernard Tapie ne se laisse pas abattre, et pense que la revente lors de la liquidation des nombreux actifs de la société, qu'il estime valoir 2 millions de francs, lui permettra de rembourser les créanciers, et ainsi demander sa réhabilitation, mettant fin aux sanctions de la faillite personnelle. Bon, bah donc tout va bien là. Mais Tapie ne connaît pas encore le monde de la liquidation judiciaire. Les actifs du Grand Dépôt seront bradés pour 300 000 francs, tandis que les acheteurs opportunistes profitent de la situation au passage. Contrairement aux procédures collectives modernes qui se soucient davantage de maximiser la valeur des actifs vendus, la législation de l'époque est bien plus permissive dans la cession d'actifs, et autorise des ventes à prix sous-évalués. Le but étant de désintéresser plus rapidement les créanciers et mettre fin au règlement judiciaire. Tapie comprend que les actifs d'une société n'ont de valeur qu'à un instant donné, et qu'il est parfaitement possible de racheter des actifs 5 fois, voire 10 fois moins cher que leur valeur réelle. Cette leçon traumatisante, Tapie l'utilisera un jour à son avantage, et en fera même la pierre angulaire de sa réussite. Déprimé, ne sachant comment rembourser cette dette, Tapie est à 2 doigts de se résoudre à ne pas la rembourser. Lorsque son avocate, Eliette Lascar, le remotive à se battre pour trouver une solution, au risque de gâcher sa vie voulue d'entrepreneur, car il serait alors interdit pendant des années de créer ou de gérer une entreprise. Lorsque Tapie évoque ce passage difficile, il dira toujours « À ce moment-là, j'ai reçu le conseil le plus important de ma vie ». Les années suivantes, il mettra tout en œuvre pour sortir de ce guêpier. En 1973, après le naufrage du Grand Dépôt, Tapie est engagé pendant 2 ans par Serge Ollière qui dirige Asco, une société de conseil. Il devient consultant, réalise des missions de développement et de marketing. Parallèlement, Tapie convainc également des agents immobiliers de travailler pour eux, en pratiquant une activité très en vogue à l'époque, la vente de biens immobiliers en copropriété à temps partiel. Le but étant de faire profiter d'une maison de vacances à plusieurs propriétaires à la fois. Grâce à ses talents bien connus de vendeur, ce métier lui rapporte de grosses commissions. Officiellement, durant les années 1972-1977, Tapie ne possède quasiment rien. Il ne dispose même d'aucun moyen de paiement. En réalité, il ne déclare presque aucun revenu et gagne pourtant très bien sa vie. Il se vante lui-même d'avoir gagné 2 millions de francs d'honoraires l'année 76, une somme considérable qui lui permet de profiter d'un train de vie élevé. Car ça, il ne peut s'en empêcher. Cette envie de réussite et de montrer que lui a réussi. Mais surtout, Tapie a réussi son objectif, disposer de la somme nécessaire pour rembourser les créanciers du Grand Dépôt. Il est fort ce requis. Le 2 mai 1977, le tribunal de commerce, lors du jugement de clôture, constate que Tapie a acquitté jusqu'à la dernière de ses dettes, et le décharge donc de l'ensemble des déchéances dont il est frappé. Bernard Tapie, puisqu'il y a à nouveau le droit, n'a alors plus qu'une seule idée en tête, devenir patron. Chapitre 2. Tapie, le repreneur d'entreprise. S'il a réussi à réunir assez d'argent pour rembourser sa dette, il n'a pas assez de côté pour acheter une entreprise viable et ambitieuse. Cependant, vous savez pourquoi Bernard Tapie a assez d'argent et qui peut l'aider sans aucun doute à devenir patron? Une Rolls-Royce Silver Shadow, flambant neuve. Waouh! Qui à l'époque s'achetait entre 150 à 200 000 francs, soit à peu près la même valeur en euros aujourd'hui. Vous trouvez ça absurde? Vous pensez qu'il aurait mieux valu continuer à économiser et utiliser cette somme aux fins d'un apport personnel? Allez, un peu d'audace, voyons, on parle de Bernard Tapie. Il n'y a pas le temps pour tout ça. Tout entier habité par sa volonté de devenir patron, comment pourrait-il être crédible sans se déplacer en Rolls-Royce à d'importants rendez-vous? C'est d'ailleurs l'attribut normal d'un véritable PDG. D'ailleurs, ça tombe bien. Le casino de Luc-sur-Mer est en difficulté financière et a fait l'objet d'une fermeture administrative. La commune a donc récupéré la concession et cherche à la revendre grâce à une annonce dans la presse. Bernard Tapie, qui adore, et même un peu trop, le casino, a été mis au courant de cette vente, et il est bien décidé à devenir le nouveau propriétaire. Il se rend donc sur place au volant de sa magnifique Rolls-Royce Silver Shadow, armé de ses charmes dont il a le secret, et il impressionne le personnel et le conseil municipal, et finit par obtenir la concession pour une somme modique. Ça y est, Bernard Tapie est patron. Il devient riche et eut beaucoup d'enfants. Pas tout à fait. En fait, cette première tentative lui échappe, car quelques mois plus tard, l'administration lui refuse l'agrément nécessaire à l'exploitation, sans plus d'explications. Probablement à cause de son passé compliqué avec les casinos, puisque Tapie avait souhaité lui-même se faire interdire de jeu. Il est donc contraint de revendre ses parts. Mais Tapie est bien décidé à devenir patron,
Et même mieux, il deviendra industriel. Il se rend dans les bureaux de la Société fiduciaire de France avec un objectif en tête, celui de rencontrer Claude Colombani, conseiller juridique, le spécialiste des reprises d'entreprise. Colombani lui explique que sans argent, il ne sera possible pour lui que de reprendre des sociétés malades, des canards boiteux. Cependant, si l'entreprise ciblée est bien sélectionnée, c'est potentiellement le jackpot. Claude Colombani et Bernard Tapie vont alors s'intéresser à deux sociétés, Duverger et Diguet-Denis. Toutes deux exercent leurs activités dans un même domaine, la papeterie. Ouais, c'est un petit peu moins sexy que les casinos, vous reconnaîtrez. Tout de même, l'opération que je vais vous décrire, celle qui sera le tout début de la richesse de Bernard Tapie, est ce qu'on pourrait appeler un cas d'école financier, tant ses réussites relèvent de l'or du commun, et ce, même à son époque, en 1977. Colombani comptait parmi ses clients les papeteries Duverger. Il s'agit d'une PME d'une quinzaine de salariés, petite, mais très rentable, qui intéresse beaucoup Tapie. Loin d'être la cible d'une acquisition à un franc symbolique, son patron, M. Cantor, a confié la vente à Colombani. M. Cantor en réclame 9 millions de francs, et demande également des garanties, d'autant qu'il se méfie du profil grande gueule de ce M. Tapie. Pendant 3 mois, Tapie tente de négocier un accord à la baisse, mais rien n'y fera. Les négociations ne mènent à rien, et il est peut-être temps de laisser tomber. Mais voilà qu'un beau jour, M. Cantor meurt d'une crise cardiaque. Sa veuve et sa fille, attristées, se retrouvent du jour au lendemain propriétaires des parts de la société et ne savent quoi en faire. Pour Tapie, c'est le destin qui frappe à sa porte. On lui donne enfin sa chance. Il revient à la table des négociations et tente de les convaincre qu'il faut lui vendre la société, d'autant que sa valeur pourrait rapidement baisser si elle n'est pas correctement gérée. La veuve et la fille hésitent à lui la céder. Cependant, pour rappel, on a là quand même un sérieux problème. Tapie est loin de pouvoir mettre sur la table 9 millions de francs. Bon, Colombani et Tapie ont évidemment analysé le bilan de la société Duverger et ils ont trouvé le moyen de déjà bien réduire le prix d'acquisition. Si l'on simplifie, le patrimoine de Duverger est principalement composé de l'usine, qui vaut 1,2 million de francs, d'une grosse trésorerie de 2,8 millions de francs et d'un immeuble à Paris estimé à 5 millions de francs. Or, cet immeuble parisien n'est pas du tout utile à l'exploitation de l'usine et sa valeur est largement sous-estimée, ce pour des raisons fiscales. Alors certes, tout acheteur aurait eu intérêt à acquérir cet immeuble sous-estimé en même temps que le reste de la société. Mais Tapie, lui, n'a pas cet argent. Il décide de faire une croix dessus, car de toute façon, l'immeuble n'est pas son objectif. Pour convaincre les héritières de leur vendre la société, il leur propose donc de leur laisser l'immeuble et de n'acquérir que l'usine. Celles-ci sont au courant autant que Tapie que l'immeuble est sous-évalué et qu'elles pourront le revendre bien au-delà de 5 millions. Les négociations tournent bien pour Tapie. Les héritières acceptent l'offre, soit 4 millions de francs pour l'usine et la trésorerie. Elles acceptent même de n'être payées que 2,5 millions le jour de la vente et 1,5 million dans un second temps. C'est ce qu'on appelle un crédit vendeur. Il ne reste plus pour Tapie qu'à trouver 4 millions de francs, au lieu de 9, dont 2,5 millions le jour de la vente. Tapie est certes propriétaire de quelques biens, mais leur revente serait loin de suffire à réunir cette somme. Alors comment trouve-t-on plusieurs millions lorsqu'on n'a presque rien sur son compte en banque? C'est le moment de nous intéresser à la deuxième société, Diguet-Denis. Diguet-Denis, c'est tout le contraire de Duverger. Malgré qu'elle soit la deuxième plus importante société française de reliure et de brochage, cette entreprise de 170 salariés est criblée de dettes à cause de sa gestion catastrophique. En plus, l'entreprise a perdu la majorité de son chiffre d'affaires avec la perte de son principal client, l'éditeur Hachette. Ses dirigeants s'estiment donc s'en tirer à bon compte s'ils arrivent à s'en débarrasser pour un franc symbolique. Tapie va acheter Diguet-Denis, et il est bien le seul à en vouloir. Mais Tapie a trouvé quelque chose que les autres n'ont pas. Un banquier très compréhensif. Ce banquier s'appelle Pierre Despezaille. Tapie l'a connu en traînant dans un garage pour voitures de luxe, son passe-temps favori. Quand il rencontre Despezaille, celui-ci est directeur général d'une banque nommée la Société de Banque et de Crédit, qui deviendra bientôt la SDBO, filiale du Crédit Lyonnais. Tapie, Crédit Lyonnais, ça vous rappelle sûrement quelque chose, n'est-ce pas? Disons que, un de ces quatre, le Crédit Lyonnais sera un peu moins compréhensif envers Tapie que l'a été pendant des années le dirigeant de l'une de ses filiales. Reprenons. Accompagné de Colombani, Tapie se rend au bureau de Despezaille, bien décidé à le convaincre de l'opération suivante. Voilà ce que je te propose, dit Tapie. Ma holding te cède les titres de la société Diguet-Denis pour un montant de 2,5 millions de francs et dans 24 heures, je te les rachète pour 2,8 millions. Si tu marches, je te fais faire la plus-value la plus rapide de ta vie, 300 000 francs en 24 heures. Qu'est-ce que t'en penses?
Despessailles n'est pas dupe. Il sait que Diguet-Denis a été racheté pour 1 franc et qu'elle ne vaut rien hormis un tas de dettes. Il le sait d'autant qu'à côté de son activité de banquier, il est également juge au tribunal de commerce de Paris et connaît parfaitement les rouages des faillites et reprises de sociétés en difficulté. Ce que propose Tapie à Despessailles est ce qu'on appelle une opération de portage. Le portage, c'est la convention par laquelle le porteur, ici la banque, acquiert les titres d'une société pour le compte d'un donneur d'ordre, Tapie, ou plus précisément sa holding, qui lui promet le rachat des titres au terme d'un certain délai, 24 heures. Mais vous l'aurez compris, ici, la vente des titres de la société Diguet-Denis est loin de valoir 2,5 millions de francs. Au contraire, puisque la société est une tare, le banquier qui accepterait ce portage ne serait en rien garanti de retrouver les 2,5 millions payés à l'achat des titres. Imaginons que Tapie ne respecte pas les engagements de racheter les titres. Le banquier se retrouve avec une société qui est un gouffre financier et ne la revendra jamais. En gros, Diguet-Denis ne garantit absolument pas l'opération de portage. En fait, ce que demande Tapie n'est rien d'autre qu'un prêt de 2,5 millions de francs sans garantie sérieuse. Despessailles le sait et lui répond. Donc, si je comprends bien, tu souhaites que je te prête 2,5 millions en me garantissant d'une société que tu viens d'acquérir pour 1 franc seulement. Tu te fous de ma gueule? Non? Tapie continue. Ne t'inquiète pas, j'ai pas fini. Le jour même du prêt, la holding achète la société du Verger avec les 250 millions de centimes que tu m'as prêtés. Ouais, Tapie aimait bien parler en centimes. Sauf que, dans les caisses de Duverger, se trouvent 2,8 millions en cash. Dès que Duverger est dans ma poche, je remonte toute la trésor dans la holding, et la holding te rachète les titres de Diguet-Denis avec 2,5 millions. Comme je te l'ai dit, le jour même, tu retrouves les 2,5 millions plus une plus-value de 300 000 francs. Sans risque, je te fais gagner 300 000 francs, et le tout en moins d'une journée. Que demande le peuple? Bon, sans risque, c'est vite dit. Aucun banquier raisonnable n'accepterait une telle opération. Un portage pour camoufler un prêt. Aucune garantie sérieuse. Et puis, c'est qui, d'abord, ce Tapie? C'est personne. Il n'a jamais réussi un business de sa carrière. Au contraire, il a même 3 dépôts de bilan à son actif. Mais Despessailles voit quelque chose que les autres banquiers ne voient pas. Il connaît l'histoire de Tapie et sait que malgré son passé d'entrepreneur sans succès, le jour où il était redevable d'une dette de plus d'1 million de francs, il a réussi en quelques années, et ce à partir de rien, à la rembourser jusqu'au dernier centime. Et ça, pour le juge consulaire et connaisseur du milieu des faillites qu'il est, c'est une preuve de crédit presque aussi forte qu'une hypothèque ou un nantissement en bonne et due forme. Alors malgré les risques, Despessailles accorde sa confiance à Tapie, et l'opération se passera comme prévu dans la journée. Au final, Tapie est devenu propriétaire de Duverger, la véritable cible qu'il voulait, avec la propre trésorerie de Duverger. Il a désormais dans ses mains 2 entreprises d'un même secteur industriel. Seulement, une seule d'elles est rentable. Pour Diguet-Denis, tout est encore à faire. Avec Diguet-Denis, Tapie va aiguiser ses techniques de repreneur d'entreprise. Techniques qu'il perfectionnera et utilisera tout le long de sa carrière avec ses prochaines reprises. Toute l'organisation de la société est à repenser. Ce n'est pas pour rien que l'entreprise va mal. Il faut stopper les branches d'activité qui ne sont plus rentables, revoir la politique tarifaire et retrouver toutes sortes de solutions commerciales dont Tapie ne manque pas. Il faut surtout réorganiser le fonctionnement de la société pour garantir un certain niveau d'activité avec le nombre de salariés nécessaires, pas plus. Or, chez Diguet-Denis, il y a beaucoup trop de salariés par rapport à l'activité. Même avec une mauvaise organisation du travail, beaucoup de salariés sont désœuvrés. Il faut donc licencier. Et ça, le droit des entreprises en difficulté, surtout à l'époque, facilite grandement la restructuration sociale pour les repreneurs. Pour ceux qui restent, il faut remobiliser les troupes. Pour cela, Tapie ne se contente pas de discours de motivation. Il n'hésite pas à jouer avec les nerfs de tous. Il traîne dans la boue le précédent propriétaire en sa présence, annonce qu'il licenciera les moins efficaces, réunit les meilleurs ouvriers, les couvre de compliments, tandis qu'il traite d'incapables d'autres, puis leur tapote sur l'épaule en leur disant « Allez, vous êtes quand même sympa, alors si vous bossez bien, je vous garde. » En général, il y a une chouette ambiance et puis ça donne le ton des vacances. Et pour autant, il sait se faire apprécier par ses salariés. Je sais pas ce que vous faites le dimanche, mais Tapie, lui, il vient même jouer au foot et mettre l'ambiance dans les vestiaires avec l'équipe corpo montée par les salariés. Et tout ça, eh bien ça marche. Les salariés sont productifs et investis pour la société, bien décidés à la sortir de cette impasse. La machine industrielle est relancée. Mais une chose est sûre, Tapie met tout en œuvre pour remonter Diguet-Denis. De toute façon, comme il le dit lui-même, il n'a plus le choix. Désormais, il a presque 35 ans et pas mal d'échecs à son actif. S'il ne réussit pas ce coup-là, plus jamais
un financier ne lui fera confiance, et il peut mettre une croix sur sa vie rêvée de grand patron. Mais Tapi va aussi bénéficier de 2 énormes coups de chance. Après tout, comme on dit, la chance ça se provoque, non? La loi Abi du 11 juillet 1975 réforme en profondeur les programmes scolaires et va nécessiter une réédition de tous les manuels scolaires dont les reliures sont la spécialité d'Iguedoni. Mieux encore, l'usine de son principal concurrent, la maison d'édition MAM, prend feu.Iguedoni récupère aussitôt une bonne partie de son carnet de commandes et en peu de temps,Iguedoni devient rentable. Ce sont donc ces 2 sociétés qui sont désormais rentables. Dans l'année qui suit, il rachète 2 autres sociétés de l'industrie papetière, la Sapap et Brochage Express, selon des méthodes d'acquisition un petit peu moins cavalières. Le groupe Tapi commence à se constituer. Et en 1981, c'est l'heure des premières grosses plus-values pour Tapi. Il revend la Sapap, d'Iguedoni et du Verger, et réalise dans l'ensemble une plus-value personnelle totale de 26 millions de francs. Ça ne fait plus de doute, Tapi est devenu riche. Mais au fait, c'est quoi la méthode Tapi? Chapitre 3, au cœur de la méthode Tapi. Grosso modo, la méthode Tapi consiste ni plus ni moins qu'à acquérir des entreprises en difficulté à bas prix, souvent à 1 franc symbolique, à les redresser, puis à en obtenir la meilleure plus-value possible en les revendant. C'est le métier de repreneur d'entreprise, quoi. Vous allez me dire, Bernard Tapie n'a pas inventé le procédé, bien d'autres se sont emparés de la technique pour s'enrichir. C'est vrai, et d'ailleurs c'est le cas de noms très célèbres, comme Bernard Arnault ou François Pinault, sauf que, à la différence de Bernard Tapie, ces derniers sont un jour attachés à une ou plusieurs entreprises, et au lieu de les revendre après les avoir remontées, ils les ont gardées. Notons cependant que la reprise d'entreprise en difficulté, c'est loin d'être une mode dans les années 80. En fait, les 2 chocs pétroliers ont vraiment mis fin à la période des 30 glorieuses, le nombre de dépôts de bilan ne fait que croître, et pour autant cela n'augmente pas du tout le nombre de reprises, bien au contraire. La mode, c'est plutôt ce qui est moderne, c'est l'électronique, l'électroménager, la presse télévisée, la grande distribution. Bref, si la reprise en série d'entreprises en difficulté a fini par porter le nom de Bernard Tapie, c'est en raison non seulement du nombre conséquent de reprises qu'il a opérées, quand même plus d'une quarantaine entre 1977 et 1989, mais surtout parce qu'il a mis en place un ensemble de dispositifs, une méthodologie finement rodée et qui lui ont permis de s'affirmer comme un maître dans son domaine. Règle numéro 1, bien s'entourer. Bernard Tapie résume lui-même ainsi sa stratégie. D'abord, tu t'entoures des meilleurs, tu ne gagneras jamais sans eux. Ensuite, tu prends avec eux le temps de la réflexion, et quand on a décidé ce qu'on doit faire, on lâche plus rien. Toi, tu n'es là que pour donner l'impulsion. Comment trouver des dossiers de sociétés cibles? Ces affaires, il les repère grâce à son réseau de relations. Il a besoin de ce qu'on appelle des rabatteurs. Despesailles, par exemple, qui, en tant que coutumier de la salle des pas perdus du tribunal de commerce, ramène régulièrement des dossiers. Il y a aussi Jean-Louis Borloo, qui, avant de se lancer en politique, était un avocat d'affaires et très réputé dans la pratique des reprises d'entreprise. Il conseillait Bernard Tapie et lui apportait plusieurs dossiers. Et surtout, Bernard Tapie noue au fur et à mesure des années des contacts très précieux dans le monde du tribunal de commerce, notamment auprès des syndics. Les syndics, ce sont des mandataires de justice, qui opèrent donc dans le cadre de procédures collectives. Alors, du fait du rôle contradictoire de ce métier, il a été supprimé par une réforme de 85 qui va le remplacer par 2 professions distinctes, que vous connaissez sûrement. L'administrateur judiciaire, lui, qui gère le patrimoine de la société entrée en procédure collective, et le mandataire judiciaire, ou liquidateur judiciaire selon le type de procédure, qui représente la collectivité des créanciers et cherche à les désintéresser au mieux. Parmi les syndics qui fournissent les dossiers solides, on peut retrouver Maître Henri Rossignol, avec des affaires comme Manu France, Terraillon, ou encore Maître Hubert Lafont, avec la Sapap, la Vie Claire, Testu, ou d'autres encore. Plus on avance dans la carrière de repreneur de Tapie, plus sa réputation finit par le précéder, et ce seront désormais les dossiers qui viendront à lui. Il n'y a plus qu'à trier. Installé dans ses bureaux quartier de l'Étoile à Paris, Bernard Tapie y passe la majorité de son temps, entouré de son équipe de spécialistes. Il le dit lui-même, pour faire le métier qu'il exerce, il n'a pas besoin d'être présent comme un patron dans ses boîtes. Sa structure nécessite en réalité l'organisation d'une sorte de société de conseil. Au tout début de son activité, il n'y a que lui et un collaborateur, Fabien Domergue. De formation comptable, mais surtout expert autodidacte de la reprise d'entreprise, il a été débauché au cabinet de Claude Colombani. Après ses premières affaires, Tapie est vite lassé par la gestion quotidienne des affaires, et mettra en place au sein de son groupe une véritable équipe de spécialistes et de délégués.
Dans son bureau, Bernard Tapie sera entouré à terme d'une petite quinzaine de personnes. Leur rôle est de surveiller, restructurer, passer du temps dans les entreprises, contrôler la gestion et rendre compte de tout ça à Bernard Tapie. Bernard Tapie, lui, prend toujours les décisions finales. C'est une petite équipe qui est là pour les porter. Si Tapie consulte évidemment ses collaborateurs, il préfère cependant les avis d'indépendants. Pour les décisions qui comptent le plus, il se tourne vers ses avocats. Claude Colombani, Jean-Louis Borloo, puis Philippe Saigne, associé au sein du cabinet de Borloo. Il écoute également les conseils de son banquier, Pierre Despessailles. Une chose est sûre, si Tapie n'aime pas les mondanités parisiennes comme ses homologues hommes d'affaires, Tapie n'est pas pour autant un loup solitaire. Et pour faire le tri dans ses potentielles cibles de reprise, on ne fait pas mieux que le groupe Tapie. Règle numéro 2, trouver le bon filon. Comment savoir si tel dossier sent bon ou est acheté? Déjà, jetons un coup d'œil sur la construction progressive du groupe Tapie. Les premières acquisitions concernent le domaine de l'imprimerie. Diguet et Denis, les papeteries du Verger, Brochage Express, la Sapap. Puis il y a La Vicaire en 1980, qui sont des magasins de produits d'alimentation saine, mais dont la gestion devenait dépassée du fait d'une direction trop âgée. À partir de 1981, le groupe s'intéresse à l'industrie du pesage. Des rayons, testu, etc. Vient ensuite l'industrie du textile et de la mode, Micmac, Wrangler, Madame Grace. Les sociétés ciblées sont en fait rarement récentes. Elles exercent bien souvent dans des secteurs très classiques et en déclin en France à partir des années 80. Les balances, l'imprimerie, le textile. Bref, ce sont des industries vieillissantes. Des boîtes qui ont parfois manqué un coche technologique ou qui n'arrivent tout simplement plus à s'aligner avec la concurrence étrangère, et également peut-être un manque de réactivité des investissements nécessaires. On retrouve bien souvent une problématique de vieillissement. Vieillissement des produits, vieillissement de l'image de marque, des infrastructures, des dirigeants ou des marchés eux-mêmes. Plus généralement, il y a des signes qui sentent bon la reprise efficace. Alors déjà, si le nom de la société à reprendre a une certaine notoriété, il y a quelque chose à en tirer. Le mieux, c'est de tomber sur une boîte qui est en train de faire faillite à cause des dirigeants. Gestion catastrophique ou anachronique, déchirement familial, ou lié à un héritage par exemple, héritier incompétent d'ailleurs, tout ça ne sera plus problématique pour un repreneur. Au contraire, si la faillite de l'entreprise est principalement due au marché lui-même, parce qu'il s'effondre ou parce qu'il devient hyper concurrentiel, mieux vaut laisser tomber. D'ailleurs, quand on demande à Tapie quel est le critère qui permet de choisir la bonne affaire en difficulté, Tapie répond « Bah, quand le patron est complètement con ou qu'il a un actionnariat composé d'héritiers débiles, ou divisé, alors là tu peux foncer. En revanche, si l'équipe en place est excellente, mieux vaut rétro-pédaler tout de suite, il n'y a plus rien à faire. » Ensuite, lorsque Tapie et son équipe s'intéressent évidemment aux documents comptables, et plus particulièrement à certains points clés du bilan, il y a quelques règles d'or à respecter. La première règle d'or concerne le passif. Pour choisir sa cible, il faut choisir son passif. En fait, tous les passifs d'un bilan ne se valent pas. Avant toute chose, sachez qu'il existe deux sortes de créanciers dans une procédure collective. Les privilégiés et les autres. Gardez l'explication qui va suivre bien en tête, parce qu'on va y revenir juste après pour comprendre comment Tapie utilisait ça pour en tirer d'énormes plus-values. Une fois qu'une société entre en procédure collective, celle-ci n'a plus le droit de décider qu'elle préfère payer un tel ou un tel créancier plutôt qu'un autre. C'est la loi qui prend le relais et qui impose un ordre précis de désintéressement avec l'argent qui reste par type de créancier. Tout en haut de la pyramide figurent les salariés, surnommés les super privilégiés. Puis l'État, et notamment l'administration fiscale. Puis les créanciers qui ont été assez prudents pour exiger des garanties. Souvent, ce sont les banques. Tout ça, ce sont les privilégiés. Les autres, tout en bas de la pyramide, ce sont les créanciers chirographaires. Par opposition, ils ne bénéficient d'aucun privilège. Ils ne peuvent pas commencer à être remboursés tant que 100% des dettes des privilégiés n'ont pas d'abord été remboursées. Ce sont les fournisseurs, les banquiers qui donnent des crédits un peu plus ordinaires sans garantie, les associés qui ont prêté à leur société sous forme de compte courant d'associés. Conséquence pour le passif d'une société, les anciens dirigeants peuvent très bien avoir préféré payer en priorité les dettes dues par exemple à l'État, l'URSSAF, les caisses de retraite, ou les salariés, tandis que d'autres dirigeants ont priorisé les fournisseurs ou d'autres créanciers. Si la majorité de la dette de la société concerne des créanciers publics ou d'autres créanciers privilégiés, le repreneur sera contraint de rembourser en priorité l'intégralité de ses dettes. Si la dette restante de la société est principalement de ce type, c'est une très mauvaise cible selon Tapie. En revanche, si la majorité des créanciers sont chirographaires, alors là, il est possible de complètement restructurer le passif, le réduire significativement. Dans les entreprises reprises par Tapie, la part des créanciers chirographaires se situe en général entre 65 et 85%. Ce n'est pas un hasard. La deuxième règle d'or concerne l'actif.
Les actifs d'une société peuvent prendre de très nombreuses formes. Pour qu'une reprise d'entreprise fonctionne, il faut rapidement réinjecter de l'argent dans l'activité. Il faut donc que l'actif permette d'être réalisé dans les plus brefs délais. Surtout lorsqu'on a très peu d'investissement à réinjecter. S'il y a de la trésorerie, c'est parfait. Sinon, on recherche par exemple du matériel, des immeubles ou des filiales qui puissent rapidement être cédés. Les stocks également, selon de quoi ils sont composés et leur quantité, peuvent permettre d'être facilement réalisés. Troisième règle d'or, pas de compte client, pas de reprise. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Plus généralement, on s'intéresse à la clientèle, le nombre de clients, qui sont-ils, et surtout leur potentiel de commande. Ce sont des informations essentielles pour savoir s'il sera possible de relancer rapidement l'activité. On commence à bien avancer dans le choix de notre cible. Prochaine étape, visite des locaux. On vérifie que l'impression positive que nous a laissée la première analyse à distance se vérifie en pratique. L'outil de production est-il en bon état? Quel est le courant avec les salariés, et surtout le courant avec les syndicats? Mais c'est surtout l'occasion de vérifier que ne se trouvent pas des trésors cachés. Et c'est notamment le cas du côté des propriétés intellectuelles. Il se peut que l'ancien dirigeant ait omis par manque de stratégie, ou par manque de moyens, de donner à ses inventions une valeur juridique. Et voilà que se retrouvent négligemment congédiés dans les tiroirs du bureau d'études de potentiels brevets d'une valeur insoupçonnée. C'est aussi le moment de s'intéresser à des produits novateurs qui sont restés à l'état d'étude, et qui pourtant pourraient servir de nouveau souffle commercial pour la société. Si tout semble vert pour Tapi et son équipe, il ne reste plus qu'à convaincre soit le propriétaire si la société est simplement en difficulté mais pas encore en procédure collective, soit le tribunal si c'est le cas. Ça, Tapi sait faire. Pour un peu déjà, il est le seul à bien vouloir reprendre la société, et c'est soit lui, soit la liquidation et la perte de 100% des emplois. Et face à une éventuelle concurrence, les chances sont minces en face. Il monte un plan solide de reprise, expose ses futures stratégies, joue de sa renommée qu'il précède, et surtout de son bagou. Il sait en fait mieux que personne saisir les leviers psychologiques et les inquiétudes de son interlocuteur afin de trouver les mots qu'il a envie d'entendre. Tapi fait feu de tout bois pour arriver à ses fins et remporte l'affaire. Une fois la société acquise, si l'entreprise en difficulté n'est pas encore en procédure collective, il la déclare au tribunal de commerce, car en fait c'est bien le règlement judiciaire qui va lui permettre de réaliser une reprise efficace, grâce aux nombreux avantages qu'elle offre aux repreneurs. Citons par exemple le gel du passif, puis sa renégociation, et évidemment la facilitation des licenciements, point de passage quasiment systématique. Règle numéro 3, écrémer les effectifs. Vous vous en doutez, lorsqu'une entreprise en difficulté est rachetée, il est rare d'éviter une vague de licenciements au cours de sa restructuration. Car bien souvent, c'est l'un des postes de charge non seulement les plus importants, mais les plus délaissés par le précédent propriétaire, de peur des conséquences sociales, et quitte à menacer la survie de la société. Mais comment arriver à déterminer qui doit rester et qui doit partir, ou qui est à sa bonne place, qui ne l'est pas, notamment dans les postes à responsabilité de la société? C'est pas une question qu'on puisse régler à l'instinct à un coup de décision arbitraire. Et puis, même pour un adepte avant l'heure des méthodes de management américaines telles que Tapi, ça reste des bases œuvres. Donc, Tapi préfère laisser ça à d'autres, notamment Gilbert Breton, un de ses collaborateurs connus pour ses méthodes expéditives. Quoi qu'il en soit, il va bien falloir s'en occuper. Et pour ça, le groupe Tapi a une méthodologie bien huilée. Voilà comment Tapi décrivait son fonctionnement. 2 équipes, composées de ses collaborateurs, sont mises en place. Une première équipe analyse les postes et imagine l'organigramme idéal de l'entreprise jusqu'à son président, et en prenant en compte les nouveaux métiers qu'ils ont décidé de développer. Il y a en général une vingtaine de cases, mais pas de nom, simplement un profil idéal. Dans le même temps, une deuxième équipe analyse les gens déjà sur place. Elle reçoit les principaux cadres pour comprendre leur profil, leurs fonctions, et essaie d'évaluer leurs points faibles, leurs points forts, et à la fin, les 2 équipes échangent les résultats de leur travail et complètent les cases de l'organigramme. Dans la majorité des cas, la bonne personne est à la bonne place. Mais, également, il faut quand même reconvertir plus d'un tiers des personnels d'encadrement. Si on s'aperçoit qu'une personne est en trop par rapport à l'organigramme, il faut s'en séparer. Et inversement, mais cas plus rare, s'il en manque, il faut d'ores et déjà recruter. Lors d'un plan de cession, les licenciements pour motifs économiques sont généralement inévitables pour maintenir l'activité. Mais sous la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire qui était en vigueur à l'époque, les organes de règlement judiciaire disposaient d'une très grande liberté pour alléger la masse salariale. La procédure de licenciement de droit commun est purement et simplement mise de côté. Aucune autorisation préalable par l'administration, qui existait à l'époque, pas de consultation syndicale et des représentants du personnel. Bref, la préservation de l'emploi n'est pas du tout la priorité. Sauver l'entreprise pour tenter un jour peut-être de rembourser les créanciers, voilà quel était l'objectif premier qui était fixé par cette loi. Règle numéro 4, cultiver les bienfaits du rachat de créances.
Pour éponger les dettes de la société et s'enrichir personnellement au passage, Bernard Tapie procède à ce qu'on appelle des rachats de créances. Vous vous souvenez de cette histoire de créancier privilégié, créancier chirographaire? Un nom pareil, ça s'oublie pas, hein. Et que Tapie choisissait des sociétés dont les dettes étaient principalement celles de créanciers chirographaires? Comme je vous l'ai dit, il y a une très bonne raison à cela. Sous l'ancienne législation qui régissait les procédures collectives, il était prévu que dans le cas où la société évitait la liquidation grâce à un repreneur, soit organisée quelque temps après la reprise une réunion entre les créanciers chirographaires et le repreneur. La plupart du temps, cette réunion était très agitée. Et c'est bien normal. Elle a pour objectif de décider du plan de remboursement des créances. Or, il était bien souvent impossible de prévoir un remboursement total des dettes, même sur des années. Alors, les créanciers n'avaient d'autre choix que de consentir à des abandons de créances et à des délais de paiement très importants. Si le repreneur et une majorité de créanciers arrivaient à se mettre d'accord, ils signaient ce qu'on appelle un concordat, qui s'imposait alors à tous les créanciers même récalcitrants, après avoir été homologués par le tribunal de commerce. Et malgré tout ça, dans les faits, la plupart des concordats n'arrivaient même pas à leur terme. Les repreneurs n'arrivaient en fait tout simplement pas à relever la société, et celle-ci finissait liquidée. Vous l'aurez compris, être créancier chirographaire, surtout à cette époque, ce n'était pas une bonne situation. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et Bernard Tapie savait comment en tirer encore plus parti. Dès son arrivée dans sa nouvelle société en difficulté, donc bien avant le concordat, il propose aux créanciers de leur racheter leurs créances pour 50%, 25%, voire 10% de leur valeur. De toute façon, c'est soit ça, soit la société finira, comme prévu, en liquidation judiciaire. Donc aucune chance pour les créanciers de récupérer le moindre fonds de ce qu'il aurait dû. Dans ce genre de situation, les créanciers n'en espèrent pas tant. Et en fait, acceptent ça sans broncher. Les créances ne disparaissent pas. Simplement, elles appartiennent désormais à Bernard Tapie lui-même, qui devient le principal créancier de la société. Vous voyez le truc arriver là? Résultat? En tant que créancier majoritaire de la société, Tapie peut tirer un maximum avantage du concordat à venir. De plus, les dettes ne sont plus une menace extérieure à la société, voire les relations avec certains créanciers essentiels à l'activité, notamment les fournisseurs, ont tendance à s'apaiser du fait de cette somme obtenue de façon quasiment inespérée. Mais le mieux reste à venir. Que faire de ces créances, achetées personnellement à bas prix, le jour où la société est en meilleure forme? Eh bien, une fois que le concordat est homologué, la société peut décider librement, tel un parfait débiteur, de rembourser intégralement son principal créancier, Bernard Tapie, à hauteur de 100% de la valeur des créances, même si Tapie les a acquis bien moins cher. Tapie peut de cette façon tirer une plus-value de 2 fois à 10 fois les prix des créances rachetées à l'origine. Pas mal, non? Les taux auxquels Tapie rachetait les créances étaient proportionnels aux chances de survie de la société. Alors autant vous dire que vu les entreprises visées au tout début de sa carrière, et alors qu'il n'avait aucune réputation qui le précédait, ces taux étaient très bas. Par exemple, lorsqu'il acquiert Look en 1983, sa carrière est déjà bien lancée, il rachète 81 millions de francs de créances pour 25 millions de francs, soit un taux de 30% de leur valeur, que la société lui remboursera à 100% quelques temps plus tard, soit 56 millions de plus-value. Bon, vous vous en doutez, tout ça est un petit peu au détriment de la société rachetée. En fait, il se paye sur la bête en quelque sorte. Mais Tapie maîtrise l'art de ne jamais trop tirer sur la corde, et sait éviter que son enrichissement personnel finisse par menacer la survie de ses sociétés. Règle numéro 5, qui ne tente rien n'a rien. La société Groupe Bernard Tapie a été créée le 1er juillet 1979 sous la forme d'une société anonyme. Mais, en 1982, la SA Groupe Bernard Tapie change de forme sociale. La holding de Bernard Tapie est alors transformée en société en nom collectif, dit SNC. Ce choix est loin d'être anodin. En effet, la majorité des sociétés sont constituées sous des formes sociales dites à responsabilité limitée. SARL, SA, SAS sont les citer que les plus courantes. Ce qui signifie qu'en principe, la société protège les associés d'être poursuivis sur leur patrimoine personnel en cas de défaillance de l'entreprise. Les associés ne peuvent perdre au maximum que les apports qu'ils ont effectués. Au contraire, les SNC font partie des formes sociales dites à responsabilité illimitée. C'est-à-dire que les associés d'une SNC sont responsables des dettes sociales de façon illimitée sur leur patrimoine personnel. Or, il faut reconnaître que l'activité de Tapie n'est clairement pas parmi les moins risquées. Il reprend et redresse des sociétés malades. Le risque d'être étouffé par des dettes sociales de tous bords sur des mauvais redressements est plus que probable. C'est une épée de Damoclès que Tapie a au-dessus de la tête. Il n'est juridiquement absolument pas protégé contre une déconfiture sur le plan personnel. Ce choix de la SNC d'ailleurs, Tapie n'hésite pas à l'afficher publiquement. En 1984 par exemple, lorsqu'il acquiert l'entreprise de Pill Wonder, il arrive en hélico dans la cour de l'entreprise et s'adresse à son personnel pour le convaincre qu'il réussira à redresser la société. En général, le repreneur dans une affaire, on ne le voit pas. Moi je suis venu vous dire ceci.
Ma holding est une SNC, j'en suis donc responsable sur mes biens personnels. J'ai cautionné 1,5 milliard de dettes. Des gens qui ont 500 millions, il y en a plein en France, mais ils vont les mettre en Suisse. D'ailleurs, ce sont les 3/4 du temps ceux à qui j'achète leur entreprise. Alors dites-vous bien une chose, nous allons gagner. Bon, même si le choix de la SNC lui donne une anecdote toute trouvée pour appuyer son goût du risque légendaire, la vraie raison est évidemment ailleurs. A l'époque, les gains encaissés par une SNC qui n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés sont taxés à hauteur de 15%, c'est-à-dire 3 fois moins qu'une société à risque limité ayant opté pour l'impôt sur les sociétés. Or, c'est bien à partir de 1982 que vont se multiplier les énormes plus-values lors des reventes des sociétés et des créances. De plus, la SNC présente l'avantage non négligeable d'être parfaitement opaque sous certaines conditions. Bernard Tapie ne sera donc pas tenu de publier ses bilans et ses comptes de résultats, et évite que n'importe qui puisse fouiller ses dires et ses opérations. Pas toujours irréprochable d'ailleurs. Et enfin, règle numéro 6, exploiter les failles d'une réglementation en retard. Tapie fait partie des hommes d'affaires qui profitent jusque dans la fin des années 80 d'une réglementation financière insuffisante. Prenons l'exemple du délit d'initié. En France, le délit d'initié est aujourd'hui prohibé par l'article L465-1 du Code monétaire et financier. Jusque dans les années 70, le délit d'initié n'est pas encore une infraction pénale. Et d'ailleurs, jusque dans les années 80, très peu de moyens de lutte sont dédiés à son contrôle. En réalité, jusqu'à cette époque, c'est même quelque chose de plutôt bien vu dans le milieu des affaires, qui récompense les méritants s'étant constitué en quelque sorte un bon réseau. On se refile les bons tuyaux, quoi. De nombreux financiers, et même de grandes banques, ne se privent pas de profiter des bénéfices de ce genre de pratique. Mais s'il y a bien une législation que Tapie a su exploiter à son plein potentiel, c'est bien la loi sur les faillites du 13 juillet 1967 et les outils permissifs qu'elle offrait aux repreneurs. Cette loi, floue à plus d'un titre et d'une logique économique assez critiquable, a rapidement été modifiée dès 1985. La loi était imparfaite, certes, mais Tapie n'a fait que profiter des possibilités qu'elle offrait, en cela rien d'illégal. Sous la loi 1967, les repreneurs bénéficiaient d'une plus grande flexibilité dans la renégociation des créances. La restructuration de l'entreprise pouvait se faire fortement au détriment des créanciers. Par ailleurs, principalement orientée vers le sauvetage de l'entreprise elle-même, la protection de l'emploi et les droits des salariés passaient complètement sur un second plan. Aujourd'hui, les réformes successives ont introduit des obligations supplémentaires en matière de protection de l'emploi et de transparence envers les salariés et les syndicats lors des reprises. Désormais, les plans de reprise doivent être bien plus transparents sur les conséquences sociales envisagées. Et plus généralement d'ailleurs, les réformes ont imposé une approche plus équilibrée entre les intérêts du repreneur et les intérêts de toutes les autres parties prenantes. Les repreneurs sont tenus de présenter une stratégie à long terme pour tenir compte et préserver au mieux les intérêts des salariés, des créanciers et de l'économie locale. Finalement, Bernard Tapie a réussi dans le contexte de son époque, en utilisant les outils dont il disposait, mais il faut le reconnaître, avec bien plus d'efficacité que beaucoup d'autres. Conclusion. Bernard Tapie aura marqué la France comme peu d'autres avant lui. Parti de rien, il aura gravi des échelons avec une persévérance et une audace inégalées, incarnant à lui seul le rêve du self-made man à la française. De son parcours, et plus encore de ses débuts, on ne peut que reconnaître l'exploit accompli. Celui d'avoir triomphé de son destin, qui mérite aujourd'hui d'être raconté. Mais au-delà de ses succès éclatants, Bernard Tapie c'est aussi ses dissimulations, ses pratiques sans aucun doute blâmables, et ses déboires médiatiques et judiciaires. Entre génie et excès, réussite et catastrophe, Bernard Tapie, c'est un personnage qui n'a jamais cessé d'intriguer et de diviser. Or, ce sont précisément toutes ces contradictions qui font qu'au-delà de la vie d'un homme, son histoire prend aujourd'hui la forme d'un mythe. Un mythe qui, s'il n'avait qu'un seul message à faire passer, serait que les rêves, pour ceux qui osent, n'ont de limite que celles fixées par d'autres. On arrive tout au bout de cette vidéo, la toute première de cette chaîne. Puisque vous l'avez suivi jusque là, je vous remercie sincèrement d'avoir été aussi attentif, ça me fait très plaisir. Si vous êtes curieux de ce genre de contenu et que vous voulez en savoir plus sur le droit des affaires sans valider un master pour comprendre chaque phrase, alors bienvenue, c'est ce qu'on va faire ici. Si l'envie vous en dit, laissez votre petite marque sous cette vidéo en cliquant sur j'aime et surtout abonnez-vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!